Bon Ramadan. Bonjour, Dr Alioune Sarr. Bonjour, Monsieur Fall. Votre nom est collé au sport, au pluriel, avant de devenir président du Comité national de gestion de la lutte. Vous avez été médecin des équipes nationales du Sénégal entre 1976 et 1981. Vous pratiquez ce métier depuis 45 ans. Vous êtes donc médecin depuis 1975. C'est cela. Permettez-moi à mon tour, en ce début de mois de Ramadan, de prier Dieu pour qu'il puisse nous permettre d'avoir un mois déjà béni, mais que tous nos faits et gestes soient acceptés par Dieu. Et c'est l'occasion aussi pour féliciter nos amis chrétiens qui viennent de terminer leur jeûne, ô combien plus difficile et plus long que le nôtre. Donc, et dire bonjour à tout ce monde qui nous écoute et qui nous regarde. Vous êtes donc médecin, je le disais, depuis oui, 45 alors, ans. C'est une énorme carrière. Je ne sais pas si elle est énorme, mais par la grâce de Dieu, elle est longue. Et peut-être on me reproche partout d'être resté un peu longtemps. Partout où je suis passé. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé à l'hôpital Abass Ndao en 1975, exactement en novembre. Et je suis resté 21 ans. Oui, vous avez été le directeur de l'hôpital Abass Ndao de Dakar de 1987 à 1994. Fonction que vous cumulez avec celle de médecin-chef de cet hôpital. La ville de Dakar, la mairie de la ville, vous y avez travaillé en tant qu'inspecteur des affaires sanitaires entre 1996 et 2001 avant de prendre une retraite anticipée pour devenir le propriétaire de la clinique Pasteur de Dakar. C'est juste. Effectivement, quand je suis arrivé à Abass Ndao, j'étais très jeune. J'avais moins de 30 ans. Amené par feu docteur Serigne Momar Ba, à qui je dois beaucoup dans ma carrière et que j'avais connu en 1973 à l'hôpital Loupké parce que j'avais perdu l'hôpital Loupké de Diourbel. Le Loupké de Diourbel que les Allemands venaient de léguer aux Sénégalais. Et j'y étais, non pas parce que je le voulais, mais parce que le destin m'y avait amené. Parce que durant ma scolarité de 1973, vers le mois d'avril, si je ne me trompe, un certain groupe d'étudiants a été exclu de l'université, semble-t-il pour faire des faits politiques. Semble-t-il, je dis, parce que je signe et persiste que je n'ai jamais été un homme politique, je n'ai jamais milité dans un parti, mais j'ai été dans un lot considéré comme homme politique. Alors, je me souviens, je m'excuse peut-être de refaire un peu l'histoire, et quand le doyen de la faculté, feu Marc Sankalé, professeur Marc Sankalé, a pris la nouvelle, et qu'il a saisi le recteur de son ton, quand il a convoqué cette dizaine d'étudiants en médecine qui étaient exclus de l'université, les uns pour le reste de l'année scolaire, et j'en faisais partie, et les autres pour toujours, il nous a dit dans son bureau qu'il aurait interpellé le recteur en lui disant « Mais vous m'avez enlevé une partie de ma crème, ça ne vient pas de moi, ça vient du doyen. » Et l'autre lui aurait répondu « Vous ne savez pas ce que fait votre crème après les cours. » Bon, bref. Et ceci, il nous avait autorisé à aller à l'hôpital, et nous autorisé à aller à la bibliothèque. Je m'ennuie un peu à Dakar et je rejoins mon frère, inspecteur des impôts et domaines à Diourbel. Et c'est là que j'ai connu le docteur Serigne Momar Ba. 73, 74, je reprends mes études. 75, je le rencontre accidentellement dans Dakar. Il me dit, mais je vous cherche. Je te cherche à lui. Je dis, mais pourquoi? Viens travailler avec moi. Je dis, j'ai jamais travaillé. Il me dit, il faut que tu viennes. Il a insisté et il m'a poussé à aller demander une autorisation spéciale. J'avais terminé mes études, je n'avais pas encore fait ma thèse. Et M. Sankalé m'a autorisé à rejoindre le docteur Serigne Momar Ba à l'hôpital Abass Ndao. Repos Mandel à l'époque. Repos Mandel en son temps, et qui par la suite est devenu Abass Ndao. 75-81, M. Serigne Momar Ba m'appelle dans son bureau et me dit « Je pars en retraite anticipée », comme quoi j'ai suivi un peu ses traces. Et il faudrait
que le poste de médecin-chef te revienne. Je dis, c'est pas possible. Elle dit, mais pourquoi? Tu es têtu? Je dis, oui, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? J'ai dit, je suis dans cet hôpital avec mes aînés. Professeur Moustapha Sow, qui m'a enseigné. Docteur Leroy, éminent gynécologue, mon patron. J'ai dit, c'est pas possible, je ne peux pas être leur chef. Et il me dit, ce sera comme ça. J'ai dit, ce ne sera pas comme ça. Il a insisté, j'ai insisté, et tout de suite, j'ai pensé au professeur Moustapha Sow en me disant, il va me soutenir. Je l'appelle. Monsieur, vous êtes occupé? Non, je peux venir voir. Venez tout de suite. J'arrive dans son bureau. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, écoutez, je viens de sortir du bureau du docteur Serimo Marba. Il me dit, et alors? Je dis, il dit que je vais devenir médecin-chef. C'est pas possible. Il me dit, ce sera possible parce que c'est une décision commune de tes aînés. C'est Serimo Marba, le roi et moi-même qui avons décidé que tu deviennes le responsable. J'ai dit, mais attends. Il me dit, non, fais ton travail. Ne vois pas en nous tes chefs antérieurs. À partir de maintenant, sur le plan médical, tu vas nous diriger. Mais nous serons là quand tu feras des fautes professionnelles. En tant qu'aîné, on vous aidera à les rectifier. Mais n'hésitez pas vous aussi à nous rectifier. Et par la grâce de Dieu, cet hôpital Repos Mandel, qui pendant des années était le service des démunis. Je me souviens quand on arrivait, on trouvait des chats dans les berceaux vides le matin. Les placentas étaient mal insérés dans la cour. Bref, pas de très belles choses. Et par la grâce de Dieu, avec mes autres collègues qui étaient là, parce que je suis parti chercher d'autres plus jeunes que moi, à Le Dantec, Ndiougay Dieng, Sakho, et Salif Guindo, et d'autres, Lamine Diouf, etc., etc. Nous avons signé un pacte de loyauté, d'honnêteté, de légitimité. Et j'ai lancé le slogan, on a le droit d'être pauvre, mais on n'a pas le droit d'être sale. Venez à l'heure, partez à l'heure et restez à votre poste de travail. Et Dieu sait que ça n'a pas été facile. Vous avez eu à changer les choses, mais Abass Ndao reste ce qu'il est, une vie en dents de scie pour cet hôpital quand même. Vous savez, on ne peut être responsable que de son temps de passage. Et j'avais appris d'un de mes maîtres, M. Leroy, qui me rappelait tous les matins, je pense que c'est un proverbe chinois, le poisson, il pourrit par la tête. Le poisson, il pourrit par la tête. Un chef doit être un modèle. Et en tout, vous devez être le premier au service, vous devez être le dernier à quitter, vous devez être à votre poste de travail et vous devez être vigilant par rapport à tout ce qui se fait. Ça ne vous donne pas toujours des amis. Je me souviens, un jour, une de mes cousines rentre dans mon bureau en pleurs. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ils vont vous tuer. Je dis, qui? Ce que j'ai entendu dans la cour. Je dis, si ça vient des malades, que le vœu soit exaucé. Mais si c'est le personnel, ils ne pourront rien contre moi. Après Abass Ndao, donc, la ville de Dakar, d'ailleurs, c'est une redondance parce qu'Abass Ndao est sous l'autorité de la mairie, la grande mairie de C'était la communauté urbaine en ce moment. Exactement. Que dirigeait un homme de très grande qualité. La CUD. Humaine. La CUD. Alors, M. Mamadou Diop. Après votre retraite anticipée, vous devenez le directeur et propriétaire de la clinique Pasteur, à ne pas confondre avec l'Institut Pasteur, ce laboratoire dont on parle beaucoup ces dernières semaines pour les examens virologiques qu'il effectue dans le cadre de la détection de cas de Covid-19. Curiosité quand même, y a-t-il un rapport entre les deux organisations, Institut Pasteur et clinique Pasteur? Pour l'histoire, l'Institut Pasteur est antérieur à la clinique Pasteur. Et l'Institut Pasteur est sur cette rue qui porte le nom de Pasteur. Éminent chercheur qui a pu sauver des épidémies. Enfin, sauver, c'est trop dire. Mais qui, à la suite d'épidémies, a trouvé des vaccins. Le fameux vaccin Pasteur, pour rester très simple. Et la première installation de cette clinique Pasteur était sur cette rue.
juste au début de la rue, pourquoi elle a porté le nom de Pasteur. Et quelques années plus tard, si je me trompe, en 81, il a été déménagé sur la rue Carnot, aux 50 rue Carnot. Voilà pourquoi le nom Pasteur est collé à la clinique, parce que c'était sur la rue de l'Institut Pasteur et la rue porte le nom de Pasteur jusqu'à présent. Rien à voir, c'est clair. On en vient maintenant, Dr Alioune Sarr, à cette actualité qui domine toute la planète, cette pandémie qui a déjà tué près de plus de 195 000 personnes dans le monde, dont près d'une dizaine au Sénégal. La montée en puissance du nouveau coronavirus dans notre pays, justement, elle est impressionnante. Dans cette même semaine, on a dépassé les chiffres symboliques de 500 et de 600 contaminations. À ce rythme, faut-il s'attendre ou pas, docteur Sarr, à ce que le Sénégal atteigne vite la barre des 1000 cas de Covid-19 ? Vite, je ne le souhaite pas et je prie pour que ça n'arrive pas. Vous savez, les grands spécialistes de l'infectiologie, je pense qu'on presque tout dit sur ce phénomène brutal apparu à travers le monde. Coronavirus, les virus existent depuis que le monde existe. Les virus ont toujours fait mal. Celui-là, peut-être, a surpris plus que d'habitude. Mais quelle lecture faudrait-il faire avant de revenir sur la question précisément? Le monde est-il ce qu'il devait être? L'homme est-il réellement un loup pour l'homme, comme de grands philosophes ont eu à le dire? Imaginez tout l'argent qui a été mis dans les armes. Pourquoi? Pour dominer et tuer des hommes. Imaginez toute cette manne financière qui est gardée quelque part pour dominer des hommes. Je ne peux pas me départir de ma casquette de musulman et de croyant. Et je dirais Dieu, pour peut-être aider l'homme, la nature humaine à retrouver son équilibre, nous envoie un petit virus qui toise, qui interpelle et les puissances financières, et les puissances d'armement, et les puissances scientifiques, et tout le monde est là, impuissant devant ce phénomène. Que faudrait-il retenir? Je ne sais pas, mais c'est un sujet de réflexion. L'épidémie a une ascension comme toute vie. On naît, on grandit, on devient majeur, on a des responsabilités et ensuite c'est la partie descendante. Forcément, ce virus a commencé par un, il est en train de monter, après il va chuter, il ne peut pas rester au sommet. Mais le problème pour moi, ce n'est pas le virus, si, parce qu'il est là, mais c'est surtout le comportement des êtres humains par rapport au virus. Ce qui arrive, cette montée en puissance, c'est la faute de la population ou de la politique de riposte des autorités? En tant que médecin, je trouve que la riposte est magnifique. De par mon expérience, de par mon vécu à temps, vous savez, les médecins ont une chance. Dans leur cursus, ils ont appris normalement à écouter. Quand un malade arrive, la première chose, c'est les plaintes. Ensuite, c'est l'histoire de la maladie. Ensuite, c'est l'examen. Et on arrive au diagnostic et au traitement. Face au virus, avant qu'il n'arrive au Sénégal, le ministère a commencé à réfléchir. Et je pense que ceci nous a beaucoup sauvés. Mais le problème, on dit, par rapport à ce virus, les études ont dit,
éloignez-vous les uns des autres. Lavez-vous les mains au savon naturel. Lavez-vous les mains au savon naturel et mettez un produit qu'on appelle l'alcogel pour vous protéger. Mettez un masque. Pourquoi? Parce que les muqueuses qui sont dans les narines, dans les yeux, dans la bouche, pour parler simple, le tapis est fragile. C'est pourquoi le microbe ne passe pas par la peau qui est beaucoup plus épaisse, qui a beaucoup d'autres qualités. Donc évitez de toucher ces parties, mais surtout protégez-vous le visage, ce que nous n'avons pas fait, parce que nous avons respecté la distance. On va nous le pardonner, et nous ne sommes que deux ici. Mais je dirais, j'espère qu'après, tout le matériel est désinfecté avant l'arrivée d'autres. Bon. Tout le nécessaire. Alors, donc, respectez les conditions, de sorte que le microbe, qui ne peut pas se déplacer seul, qui a besoin de support, ne puisse pas trouver ce support. On ne peut pas dire que les Sénégalais ne respectent pas les gestes barrières, mais pour revenir à la riposte et des mesures prises par les autorités, je dirais que le Sénégal respecte très mal. On a eu beaucoup de cas importés, fermeture tardive des frontières par exemple. Je ne dirais pas cela. Je dirais encore une fois, et ça je pense que parmi toutes les bestioles et bêtes créées dans la nature, l'homme est certainement le plus têtu. Deux faits. Le premier cas au Sénégal était un non-sénégalais. Dès qu'il a senti les premiers symptômes, il s'est isolé dans sa propre maison. Il n'a contaminé personne, non? Il n'a contaminé personne. Je disais tout à l'heure que les Sénégalais respectaient les gestes barrières, mais on est d'accord avec vous qu'il y a quand même quelques problèmes, parce que ces cas importés de ville en ville, de ville à ville, parce qu'on ne respecte pas les mesures de restriction des déplacements, c'est un problème, on est d'accord. C'est ce que je dis. Et je pense qu'il faut des réactions fortes. Dans ce pays, il y en a un gros drame. Et on a pitié de ceux qui font des fautes. Et je trouve que ce n'est pas normal. Il faut savoir sanctionner, et positivement et négativement. Vous vous imaginez, on ferme les régions. Des gens prennent des voies détournées jusqu'à porter des virus dans d'autres régions. Mais si c'était dans la... Mais je ne suis pas militaire. On devrait l'appeler haute trahison. Et ça devrait être le poteau. On me prend pour un dur. Non, je ne suis pas dur. Mais il faut qu'on puisse à tout moment sauver l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. Et je suis en difficulté financière. Je fais tout pour aller trouver de l'argent quelque part pour survivre. Non. Qui vous dit que vous allez survivre à la pandémie si vous ne respectez pas les mesures de base? Donc commençons d'abord par prier Dieu, respecter les mesures édictées par les spécialistes pour survivre à la pandémie et ensuite voir. Vous êtes alors un militant du confinement total, général? Je suis pour le respect des conditions et que chacun se confine et que les gens respectent les autres. Que l'on sache que si j'ai un front et que peut-être ce front, quand je vais l'obtenir, je vais détruire 100 personnes, je préfère ne pas l'avoir. Il faut la prise de conscience. Mais on peut me rétorquer facilement. La vie n'est pas simple. Le social pose problème. Vous arrivez sur 20 mètres carrés, vous trouvez 15 personnes à y vivre. Est-ce que si vous les mettez dans une maison, vous ne risquez pas d'exploser la pandémie? Donc, il y a des gestes en amont. Est-ce la pauvreté simplement ou est-ce la facilité du Sénégalais de vouloir vivre sur le dos de l'autre? C'est très profond, à mon avis. Il faut que l'on puisse, c'est ce que je disais, le médecin, le diagnostic, les plaintes. Vous dites à quelqu'un, restez chez vous. D'accord? Il doit manger. Il doit surtout se laver. On a dit qu'il faut de l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau.
Vous avez une pièce de 12 mètres carrés, vous avez 10 enfants. Est-ce que c'était une obligation de faire 10 enfants? Est-ce qu'une sorte de fatalité qui n'est ni religieuse ni humaine, que le Sénégalais aime souvent dire, Dieu est grand, Dieu il est énorme, mais il nous a donné intelligence, il nous a demandé d'avoir le comportement qu'il faut pour pouvoir répondre à ces leçons. Mais nous ne respectons pas les leçons et nous voulons obtenir, comme je dis, on ne peut pas avoir le lait, la laitière et le prix du lait. Ce n'est pas possible. Et les tests maintenant, les autorités médicales avaient estimé qu'il n'était pas nécessaire d'élargir le dépistage. Et d'ailleurs, même si les tests sont dans une moyenne de 400, 500, et maintenant 700, comme on l'a vu ce week-end, c'est parce que ce sont des tests sur des personnes qui ont été en contact avec des patients confirmés. La moyenne de dépistage au Sénégal est-elle correcte à votre avis? Oui, et je vais dire pourquoi. Vous savez, dans tout ce qui se fait, les écrivains disent la clameur monte. On ne démarre jamais à 400 à l'heure. Ou si on le fait, on s'essouffle, on tombe, on meurt, on n'aurait même pas le temps d'agir. Il faut rester lucide, loin des émotions et analyser froidement les situations, cas par cas, et agir. Ces gens qui sont dans le système pour faire face à cette pandémie ont déjà en tête et en schéma tout ce qu'il faut faire à chaque étape. Au départ, quelqu'un est arrivé, il a bravé, il a contaminé. On a pris des mesures, on a encerclé. C'est une guerre. Vous ne pouvez pas arriver en guerre et dire à l'ennemi, voilà tout ce que j'ai. Il va vous contourner, vous entendez le virus en train de muter. Donc, il faut être vigilant. Alors, ils ont contaminé, ils ont agi. Ça monte, c'est normal, vous voyez, dans les pays. Nous sommes par la grâce de Dieu, toute proportion gardée, comparaison n'est pas raison, à moins de 10 morts. Ailleurs, les gens sont à 10 000, 20 000, 16 000. Il n'y a pas photo. Mais il faudrait éveiller la conscience du citoyen lambda pour qu'il comprenne, que le virus existe, qu'il comprenne que la contamination est rapide et qu'il est dangereux pour les sujets qui ont des polypathologies. C'est un virus, quand même, docteur Alioune Sarr, qui va plus vite que tout le monde. C'est pour cela que certains estiment, au-delà des cas contacts, il faut élargir le dépistage. Je vais en arriver là. Vous savez, au départ, c'était de petits nombres qui étaient dépistés. Et parce que les gens savaient que ça allait monter. Donc ça commence à monter, vous voyez, on a élargi. Et c'est normal. Plus la base de tests est large, plus les résultats positifs vont arriver. Qui ne porte pas le virus? Personne ne le sait. Mais tous ceux qui le portent ne seront pas malades, Dieu merci. Tous ceux qui l'ont et malades n'arriveront pas sur des cas graves ou des cas compliqués. Mais pour ne pas arriver à tout cela, ayons le comportement qu'il faut. Et ce comportement, il est individuel. Il ne faut pas dire, oui, Dieu a dit, il ne faut pas dire, mon chef de maison a dit, que chacun soit son propre gardien. Que chaque homme soit le protecteur de l'autre. Et le virus va s'arrêter. Alors, les cas dites, les contaminations dites communautaires, oui, c'est la grande équation pour les autorités sanitaires. De tous les pays.
de tous les pays qui ont plus de moyens que nous. Mais finalement, vous savez, il faut donner un nom à quelque chose qui s'appelle contact communautaire. Peu importe le nom, le virus est là. Il est là parce que les gens bougent trop. Il est là parce qu'on ne respecte pas les mesures, les barrières. Lavez-vous, éloignez-vous les uns des autres, portez le masque. Quand dans votre entourage, quel que soit votre lien avec l'autre, si vous sentez des symptômes que les télévisions, les radios ne cessent de répéter, quelqu'un qui a une toux sèche, quelqu'un qui fait la fièvre, quelqu'un qui a des douleurs musculaires, dénoncez-le. Vous le dénoncez pour le sauver. Vous le dénoncez pour sauver l'humanité. Il ne faut pas avoir malheureusement au Sénégal. C'est le contraire. Regardez ce cas de Louga. Regardez ce cas de Louga. Le cas de décès à Louga? Oui. Entouré. Lui-même, paraît-il, praticien. Paraît-il, je n'ai pas la certitude. Recevant beaucoup de monde. Refusant d'aller se faire soigner, semble-t-il. Trouvez-vous cela normal? Non. Le traitement, justement, puisque vous parlez de tradipraticiens, le traitement... Laissons-le aux spécialistes. Le traitement contre le Covid-19, beaucoup d'études, beaucoup de théories, même la thérapie par la chloroquine du spécialiste français Didier Raoult est remise en question par d'autres recherches. L'Afrique entre dans la danse avec Madagascar, dont le président André Rajoelina a vanté un remède trouvé par son pays, un remède que les Malgaches appellent Covid Organics. C'est une tisane biologique réalisée à partir de plantes malgaches. L'une de ces plantes s'appelle l'Artemisia, connue pour soigner le paludisme, connue aussi au Sénégal. Une piste vraiment sérieuse pour vous, ou faut-il être prudent? Dans la vie, il faut tout prendre au sérieux. Quand on prend la chose au sérieux, s'impose la méthode et l'organisation. Pensez-vous que les premiers chirurgiens sont partis sur une base scientifique? Pensez-vous que les premières potions, les premiers comprimés sont partis sur une base scientifique? Si même quelqu'un ose répondre oui, il faut oser. Qui ne risque rien n'a rien. Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas infantiliser certaines choses. Je pense que nous sommes face à un ennemi que l'on ne maîtrise point. Donc toute voix qui s'élèvera pour sa destruction doit être écoutée avec beaucoup d'attention. Mais vous savez, j'ai parlé de l'être humain, de sa complicité, de sa complexité, de ses intérêts personnels qui font qu'il oublie souvent même que la société existe. Souvent pour des intérêts bassement matériels. On ne veut pas lorgner vers les autres. Il faut tout prendre au sérieux. En tout cas, moi je félicite le professeur sénégalais. Je félicite les équipes sénégalaises qui disent « Nous n'appartenons à aucune école pour rentrer dans cette guerre de tendance, de politique politicienne. Mais nous écoutons tout le monde. Nous avons nos réalités, nous avons notre terrain, nous avons notre vécu, nous avons la pratique de ces produits. Nous savons à qui donner, à qui ne pas donner. Mais attention, messieurs les Sénégalais, ne prenez pas ces produits que sauf si le médecin juge que vous devez le prendre, parce que tout médicament a des avantages, mais souvent beaucoup d'inconvénients. Tout à fait, les effets secondaires. Le président Macky Sall, en tout cas, il a appelé son homologue de Madagascar. Le Sénégal, pour vous, si on vous entend il y a quelques secondes, doit peut-être expérimenter ce remède malgache. Nous devons être attentifs
à tout ce qui se fait pour sortir, pour exclure, pour anéantir ce virus du monde et le plus rapidement possible. Il ne faut pas dire « Oh, ils ne savent rien ». Non, Dieu seul sait. Et il faut éviter de penser que celui qui est au sommet sait. Un de mes maîtres disait, plus on monte dans sa hiérarchie, plus on est ignorant. Et c'est vrai. Sinon, ces sommités médicales qui ont fait face à Ebola, qui ont fait face à la lèpre, qui ont fait face, la méningite, la rougeole, la rubéole, etc., aujourd'hui sont là, avec beaucoup plus de connaissances, plus de moyens, et qui sont impuissants devant ce virus. Donc, prenons tout au sérieux. Analysons tout. La lumière souvent jaillit de là où on ne la pense pas. Et si les contaminations, en tout cas, continuent de se multiplier au Sénégal avec de possibles cas graves, personne ne le souhaite, il va y avoir des problèmes. Pas beaucoup de dispositifs de réanimation dans le pays. Vous avez été directeur d'un hôpital public ou parapublic, l'hôpital Abass Ndao. On ne vous apprend rien sur le plateau technique qui existe dans le pays. Oui. Alors, aucun pays n'a les moyens de faire face à une pandémie. La preuve, qui aurait imaginé... Encore moins les pays qui étaient dotés de rien. Oui, c'est ce que j'ai dit. Déjà, les puissances sont là, impuissantes. À plus forte raison, ceux qui ont moins de moyens. Mais le moins de moyens ne doit pas être une occasion pour baisser les bras. L'homme est doté d'intelligence. Il doit pouvoir, en fonction de son environnement, analyser. Peut-être que ce qui soigne le virus est chez nous, mais peut-être que c'est entre les mains d'un halpoulard ou d'un petit diola, parce que je suis sérieux, que je me permets de parler sur ce ton, que c'est dans son village, mais personne ne le prendra au sérieux quand il vous dira, si vous mâchez cette plante, si vous prenez un peu de cette eau de cette rivière, on va dire, oh, c'est pas sérieux. Non, on va prendre, on va mâcher et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, pour revenir au service de réanimation, aucun pays, la preuve, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, mais les services sont débordés. Il est arrivé un moment où les gens étaient obligés de choisir qui essayait de sauver et qui laissait mourir plus rapidement. Les spécialistes comme aux États-Unis se seraient trompés de traitement au lieu du respirateur. Il fallait peut-être faire focus sur les embolies parce que après autopsie, on a dit que beaucoup de cas graves sont morts plutôt d'embolie pulmonaire. Vous savez, il est très facile de critiquer, surtout en post-mortem. Comme je dis, si je savais, j'aurais. C'est facile. Vous le vivez dans votre métier, le président de la République le vit, les médecins le vivent. Chaque fois que quelqu'un est devant, il est critiqué. Maintenant, nous allons apprendre... On vous voit venir là. Non, on y reviendra. Non, on est en train d'apprendre tristement de cette pandémie. On parle de problèmes pulmonaires. Donc on pense même que c'est plus compliqué, c'est des problèmes de coagulopathie, etc., etc. Mais l'Afrique a la chance peut-être d'avoir une population plus jeune, peut-être. Les services de réanimation dans notre pays. Les services de réanimation ne sont pas au top. Je dirais même n'existent presque pas si je fais le ratio. Si vous prenez peut-être la réalité de l'hôpital principal, si vous prenez la réalité du service cardiovasculaire, qui est au sommet de ce qui se fait à travers le monde, parce que je connais un peu ce qui se passe, peut-être un peu le Dantec. Est-ce que réellement ailleurs, il y a des services de réanimation au top? On a des services qui puissent nous permettre de faire face à certaines urgences. Mais
et le Sénégal et aucun pays n'est prêt. C'est pourquoi je dis prions Dieu, mais surtout ayons le comportement pour que ce virus ne puisse pas exploser et créer énormément de problèmes parce que nous aurons beaucoup de morts. Le meilleur plateau technique, peut-être c'est dans le privé comme vous, comme chez vous. Qu'est-ce que le privé, les cliniques privées apportent à cette riposte contre le Covid-19 justement? Vous savez, le privé est sous les ordres de l'État, mais nous n'avons pas l'impression depuis très longtemps, parce que j'ai eu la chance d'être resté 21 ans dans le public, et depuis 80, être dans le privé, d'abord en cabinet et aujourd'hui en clinique. C'est dommage que le lien ne soit pas aussi fort que l'on l'aurait souhaité, parce que la médecine est un. Quand la maladie tombe, on ne fera pas la différence entre la preuve, le premier diagnostic a été fait dans le privé. Et il y en aura certainement d'autres, il y en a peut-être déjà d'autres. Il faudrait qu'à tous les niveaux, que chacun, là où il est, qu'il puisse entièrement et pleinement jouer sa partition. Est-ce que les autorités sanitaires vous ont sollicité? Nous les avons. En tout cas, en ce qui me concerne, ma clinique, et je sais que d'autres cliniques ont eu à le faire, nous sommes allés vers le ministère de la Santé pour dire que si éventuellement, et nous prions pour qu'ils ne viennent pas vers nous, si éventuellement les services publics étaient débordés, le privé était là. Ils ont même envoyé des techniciens visiter les structures. Nous avons aussi demandé des moyens de protection. Ils ont des difficultés, ils ont des réalités. Vous avez demandé des masques? Nous avons demandé des masques, d'alcool gel, des tenues pour vous a donné? Prions Dieu pour que après cette émission, ça arrive plus vite. On ne vous a pas donné. Ce n'est pas encore arrivé. Le docteur Alioune Sarr, l'invité du grand jury d'RFM. Le privé, justement, on y reste encore 2 minutes. Oui. Ça reste pour privilégier la cherté des soins dans les cliniques privées. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça ne change pas, on a l'impression plutôt que ça monte. Je ne suis pas d'accord, M. Fall. Vous savez, j'aime bien citer mes maîtres. Un disait, ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en savent le moins. Le privé, certes, nous ne sommes pas là. Nous travaillons pour gagner notre vie. Mais le privé fait partie de la structure sociale. Et le privé fait du social. Je citerai, il y a quelques années, j'étais encore à l'hôpital. Je suis allé dans une clinique et j'ai vu un malade qu'on sortait sur chariot. Au même moment, la propriétaire de cette clinique était là et a interpellé en disant « Mais pourquoi le malade sort sous chariot ?» On dit « Non, madame, il n'a pas assez de moyens pour payer. » Elle a crié « Remettez-la dans sa chambre. Laissez-le jusqu'à ce qu'il soit guéri. C'est la clinique qui payera. » Et ça, c'était avant que je n'ai une clinique. Cette leçon que j'ai apprise, elle continue dans beaucoup de cliniques. Beaucoup de malades ont été opérés dans le privé et gratuitement. Et vous en savez quelque chose. La lutte maintenant, même si celui que tout le monde veut terrasser s'appelle Covid-19, vous faites aussi l'actualité sur un autre terrain. Vous êtes le président du Comité national de gestion de la lutte, Dr Alioune Sarr. Les contestations de toutes parts sur votre présidence, avec vos divergences, avec les lutteurs, les arbitres, ça fait plusieurs fronts pour vous. J'ai jamais eu de front. Vous savez pourquoi? Je n'aurais pas souhaité dans cette période où l'ennemi s'appelle le Covid-19 parler d'autre chose.
Mais je reviendrai sur des principes sans rentrer dans les détails. J'ai une mission de mon pays qui a démarré en mars 1994. J'ai vu passer plus de 12 ministres appartenant à plusieurs camps politiques. Je n'ai pas de front. J'ai une mission. Et personne, tant que ceux qui ont confiance en moi me la renouvellera cette confiance, personne, je dis, par la grâce de Dieu, ne m'empêchera de faire ma mission selon les conditions que j'ai acceptées et avec l'autorité. Donc, je n'ai pas de problème avec. Je n'ai pas de problème avec. Ce sont ces gens qui ont des problèmes avec un système. Parce qu'ils ont... Ils ne peuvent pas tous avoir tort. Je n'ai jamais dit qu'il y avait tort. Qui a raison réellement? Celui qui a raison, vous savez, vous êtes ici journaliste. Quelle que soit votre indépendance d'esprit, vous êtes obligé de vous plier, si vous voulez rester là, aux conditions de la maison. Ou vous restez, ou vous partez. Mais vous ne voulez pas rester dedans et avoir un comportement du dehors. Les arbitres, c'est les derniers schémas. Les lutteurs, par exemple, quand on prend Yekini, l'ancien roi des arènes, qui avait été coopté dans le nouveau bureau du CNG, lui et Moutndao Tyson d'ailleurs. Donc Yekini et Tyson cooptés dans le bureau en novembre 2018, mais qui ne sont pas très enthousiastes. Quand ils ont commencé à vous rencontrer, à partager avec vous les réunions, Yekini même le dit qu'il a démissionné parce que pas d'accord avec votre gestion. C'est une voie légitime, Yahya Diop Yekini? Je ne sais pas. Encore une fois, moi, je n'ai pas l'habitude de laver mon linge familial en public. Mais je reste sur les principes. Je suis le pilote d'une embarcation qui a ses règles, qui a son esprit, qui a sa façon de gérer. Chacun est libre, si vous ne vous retrouvez pas dans cela, de dire je suis parti. Mais l'élégance voudrait d'informer la structure ou l'autorité de la structure. Mais tous ceux qui parlent à travers les médias n'ont jamais posé leurs problèmes au niveau de la structure. Jamais. Au contraire. Mais comme je vous dis, la période, si Dieu nous donne vie, si Dieu nous permet de combattre ce Covid-19, nous reviendrons en détail et les gens comprendront beaucoup de choses. Les arbitres, la commission centrale des arbitres, vous Alioune Sarr est accusé. Vous suspendez les arbitres à vie comme non, vous n'avez... Qui a suspendu? Qui a suspendu? Je vois à travers la presse tous les jours le président du CNG a déçu le président du CNG. Comment fonctionne le CNG? Nous avons une commission règlement et discipline. Nous avons une sous votre autorité. Attendez. Attendez. Nous avons une commission règlement et discipline. Nous avons une commission juridique. La commission règlement et discipline est indépendante dans ses décisions. Quand elle prend sur la forme, oui, peut-être. Sur le fond et sur la forme. Et des gens qui ont rejoint le comité national ont été surpris par la démocratie qui a été trouvée à l'intérieur. On ignorait que les arbitres vivaient ce calvaire-là dans un sport où on parle de beaucoup d'argent. Ils ne vivent aucun calvaire. Quand ils gagnent entre 2000 et 5000 francs Monsieur Fall, dans un combat de lutte... Monsieur Fall, est-ce que on les a entendus le dire. Oui. Vous avez entendu ici dans cette boîte dire le patron gagne beaucoup d'argent. Est-ce que le journaliste gagne autant?
Est-ce que le journaliste doit dire le patron gagne beaucoup? Il y a des minima. Mais les minima, c'est l'arbitre d'un combat à millions et gagner 10 000 francs. Attention. Minima, vous parlez de salaire. Honoraire et salaire, ça fait 2. Mais permettez-moi de ne pas perdre mon fil par rapport à l'organisation du comité national. Le bureau du CNG a été fusillé, alors que c'est la commission règlement et discipline qui a entendu, et monsieur l'arbitre fait partie de la commission règlement et discipline. Donc il connaît les rouages, il connaît les règles, ils ont été entendus. Le président de la commission est venu, de par le directeur administratif qui est membre, lire les conclusions de la commission en présence de monsieur l'arbitre, à qui il a été signifié les sanctions. Et le règlement lui permettait dans les 72 heures, si ces arbitres n'étaient pas d'accord avec la sanction, d'interjeter appel et d'être jugé par une commission juridique à plus de 95% composée de magistrats et d'avocats. Le choix a été d'aller vers la presse. Le choix a été d'aller fusiller au lieu de respecter la loi. C'est pourquoi je dis, on ne va pas nous distraire. Ils vous demandent tous de démissionner, Alioune Sarr. Est-ce que vous allez démissionner de la présidence du Comité national de gestion de la lutte que vous dirigez depuis 26 ans, depuis 1994? Alhamdulillah, je suis sénégalais. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Surtout, je ne le dis pas par fanfaronade, de mes origines, tant paternelles que maternelles. Qu'est-ce qui se passe? Tant que l'autorité aura confiance en moi, ce que les gens n'aiment pas entendre, je répondrai présent pour mon pays, pas pour mes intérêts personnels. Et ceux qui connaissent la lutte réellement savent que Alioune Sarr n'a pas d'intérêt personnel dans la lutte. Maintenant, j'ai l'habitude de dire, je suis musulman, je suis croyant, j'ai confiance en Dieu. Et j'ai l'intime conviction que c'est lui seul qui décide. Il y a 5-6 mois, pensiez-vous qu'on serait dans cette... 26 ans à la tête d'une organisation, on n'est pas vraiment après dans l'usure, dans la fatigue, dans la saturation. Vous savez, quand vous avez une mission, dès que je pense, vous avez accepté, c'est que vous pensez que vous avez les moyens physiques, vous avez la force mentale de faire face à tout ce qui pourrait se présenter devant vous. Mais rassurez-vous, j'ai l'habitude de le dire autour de moi, le jour où je serai convaincu que j'ai atteint mon seuil d'incompétence, je partirai. Mais ça n'est pas le plus important pour nous. Le plus important, c'est que le jour où Dieu décidera que cette mission sera terminée, forcément, elle sera terminée. Elle sera terminée parce que je serai en vie et l'autorité ne voudra plus de moi. Elle sera terminée parce que je ne serai plus de ce monde-là. Qu'est-ce que le CNG, le ministère, vont faire pour les lutteurs en cette période de crise sanitaire et ses répercussions économiques et sociales? Retenons que la lutte est une activité privée. Tout à fait. On a vu le gouvernement soutenir des organisations privées. Oui, d'accord. Toutes les organisations, la preuve, je vous entends, je vous écoute tous les matins, je vois beaucoup d'organisations privées venir dire « nous avons été oubliés ». Alors, est-ce que la lutte sénégalaise est réellement professionnelle? Est-ce que la lutte amateur suffit à faire vivre celui qui pratique? Les lutteurs ne doivent pas attendre une part de force Covid-19, de cette grosse enveloppe financière décidée par le président de la République. Je ne sais pas si elle est grosse, parce que quelle que soit son épaisseur,
cette enveloppe ne suffira pas pour faire face. D'où l'intérêt pour que tout un chacun... Les écuries ne seront pas soutenues. D'où l'intérêt pour que tout un chacun se batte au mieux. Et chacun, avec tout le monde en même temps, pour un mieux-être pour tout le monde. Merci, docteur Alioune Sarr. Vous êtes médecin, directeur de la clinique privée, clinique Pasteur de Dakar. Vous êtes médecin depuis 1975, spécialisé dans la chirurgie générale et la chirurgie gynécologique et obstétricale. Je ne vous garantis pas la prononciation. C'est bien dit. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous. Les programmes continuent. Bon dimanche, bonne fin de semaine. À dimanche prochain.